Finalement, c'est comme si, plutôt que de faire en effet la guerre parfois avec soi-même, ça va être de plutôt être le messager de paix qui vient dire ok, quel est ton message à toi, et en fait ça va être une sorte de danse avec les parties de soi, mais plutôt dans cet accueil et dans cette réunion. Un peu comme si on retrouvait, on générait des retrouvailles avec soi-même, là où des fois on avait eu tendance peut-être à rejeter, ou en tout cas à s'abandonner, ou peut-être même à complètement se renier, où on s'était déconnecté. Je vais passer maintenant à des questions rapides que je pose à mes invités pour voir les réponses qui sortent à ce stade-là de la discussion de façon spontanée, en très peu de mots. Donc, question rapide, réponse rapide. C'est Ok. bon pour toi? C'est bon. C'est quoi pour toi le libre arbitre? C'est le choix. Ça veut dire quoi, réussir sa vie? Être en paix avec soi-même. C'est quoi pour toi la souveraineté? La puissance. C'est quoi pour toi l'objectivité? Le discernement. C'est quoi ton dernier déclic en date? En un mot, ça sera pas possible, mais je dirais arrêter de chercher des parents idéaux à l'extérieur. Désolée pour le long truc. Ah non, c'est super. Même ça mérite de faire une petite pause. Arrêtez de chercher des parents idéaux à l'extérieur. Merveilleuse réponse, je te remercie beaucoup. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Tout à l'heure, en pensant à l'interview dans la voiture, où je me suis dit que si je me branchais sur la connexion à la nature, j'allais pleurer. À quoi ça sert les émotions? À vivre. C'est quoi pour toi faire une juste place à ces émotions? Accepter de vivre. Si tu devais nous donner une image spontanée de la pire situation pour toi, ce serait laquelle? Une image, quand tu dis une image, c'est vraiment au sens propre du terme? Ah ouais, je sais pas, je suis dans une baignoire, il fait -30, il y a des pingouins autour de moi, je déteste cette image. Oh mon Dieu. La pire situation, il pourrait y en avoir tellement. Faire un voyage avec quelqu'un avec qui les discussions sont chiantes. Si tu devais nous donner une image spontanée de ce qu'est le bonheur pour toi, ce serait laquelle? Le bonheur pour moi, c'est vraiment quand je suis, en tout cas, alignée avec moi-même et que je m'accueille telle que je suis. Ça, c'est tout peut se passer. Voilà, tout est magnifique pour moi. Qu'est-ce qui est le plus banal chez toi? La peur de ne pas être aimé. Ok, je te propose maintenant de finir les phrases que je vais commencer en parlant comme si j'étais toi et de laisser les mots venir pour voir ce qui sort. Ça marche? Oui, c'est super, j'adore ça. Selon moi, le monde serait plus beau si... Si les gens étaient davantage connectés à leurs émotions. Être humaine, pour moi, c'est... C'est exprimer authentiquement son essence pure. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Me donner de l'espace. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement...
de la joie et de l'amour. Je vais te demander de répondre à une dernière question et tu peux prendre le temps d'y répondre à celle-ci. Est-ce que tu t'aimes, Alizée? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu t'aimes? Alors, est-ce que je m'aime? Alors, je pense pas encore complètement, c'est-à-dire dans un accueil plein et entier de moi-même où ce serait une certitude que je ressentirais à l'intérieur de moi. Donc, pour être très honnête, cette certitude, elle est pas présente. Par contre, ce que je sais, c'est que je chemine pour ça. Et je sais que je suis une grande travailleuse à ce sujet-là. Donc, je sais que j'y arriverai. Par contre, je pense que, eh bien, ça fait partie du chemin, en tout cas pour moi, de vraiment observer petit pas par petit pas le fait d'accéder davantage à l'amour de moi-même. Eh ben, j'ai 2 choses à dire. Vive celle que tu es maintenant et vivement celle que tu seras qui t'aime parce que il y a quelque chose d'évident là-dedans. Je vais laisser la main à Gaëtan qui va suivre tout notre échange sans savoir de quoi on allait parler. Il a pris beaucoup de notes, j'ai l'impression. Et puis, il va venir échanger avec toi sur ce qui s'est passé pour lui, ce qu'il retient, les questions qu'il aurait éventuellement à te poser. Et donc, je te laisse avec Gaëtan et je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Alizée, j'étais à vous écouter de mon côté avec Mathieu, écouter toute votre interview. Comme à chaque fois, j'aime bien arriver avec une subjectivité. Ça veut dire que l'invité, je n'ai pas fait de recherche sur sa carrière, sur ses écrits, sur sa vie, ce qui me permet d'avoir une découverte un peu de néophyte et de prendre vraiment les choses comme elles viennent, en tout cas avec le moins possible d'a priori. Et j'ai envie de dire, comme pas mal de fois depuis les dernières interviews, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho chez moi à un niveau qui me surprend fortement. Dans ce moment-là, Alizée, puisque c'est toi que j'ai eu la chance de voir en interview avec Mathieu, dans ce moment-là, j'ai dans ma tête une hésitation entre me mettre en position un peu de thérapeute extérieur à généraliser les choses, voire à faire du on devrait, et donner des bons outils assez neutres, et le fait de témoigner de ce que je vis en me disant c'est peut-être l'occasion que des personnes qui vivent la même chose et qui tombent sur cette vidéo puissent se rendre compte que ce n'est pas uniquement chez elles que ça arrive, peut-être que elles ne sont pas seules, elles ne sont pas folles, que c'est des processus qui ne sont peut-être pas majoritaires dans la population, mais qu'un certain nombre d'entre nous peuvent passer par ces étapes, par ces moments, et qui ne sont pas nécessairement des moments confortables. En tout cas, c'est peut-être sous cet angle-là que je vais présenter les choses pour une part dans ce qui a fait écho. Et je te remercie énormément, puisque c'est un peu la même chose que quand on croise des gens et qu'on ose se dévoiler à eux, qu'on ose faire preuve de vulnérabilité. C'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir, de leur côté, venir confier leurs mots, venir confier leurs ressentis, parce que nous, on a osé se dévoiler face à eux et que ça leur donne l'autorisation. Et je trouve que tu me permets ça aujourd'hui. Puisque tu as osé quelque part parler de ton parcours, avec beaucoup de justesse, je trouve, et beaucoup de sincérité. Ça m'a invité à moi aussi oser me découvrir plus sur un média qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas qui va le regarder. Et peut-être que, je crois que vous vous êtes dit ça avec Mathieu, il y a des moments où on peut se dire « Ok, j'ose, après tout, voilà, on verra. » De toute façon, c'est dans un moment où il faut avancer. Voilà. Donc, je vais essayer cet exercice. Je ne dis pas que je suis confort avec ça. Comme je disais, j'espère que ça pourra aider des gens qui vont regarder la chaîne derrière. Donc moi, ça fait 3 semaines en ce moment où ça chahute pas mal, et le truc qui est assez inconfortable, c'est que je me retrouve en dissociation à avoir mon cerveau avec ses outils qui disent ça va passer, accueille tes émotions,
Oui, il se passe des choses qui viennent de ton passé en rapport avec mon cercle familial, avec parfois des choses un peu chantage affectif, choses comme ça qui remontent vers moi, avec l'air de rien quelque chose où je me suis rendu compte que c'était bien plus important que je l'imaginais. C'était mon lieu de vie qui allait devoir changer. Je suis depuis 20 ans dans une maison et je suis en location et donc je vais devoir déménager ce cocon, déménager ce nid et l'air de rien, je me suis rendu compte que pour mon corps, ça avait un impact. Alors que ma tête disait, bah super, tu vas peut-être pouvoir trouver un nouvel endroit, des choses qui vont sans doute être agréables. Oui, mais avant, il faut passer par tout un passé qu'on revit, tout un endroit que l'on quitte, et il y a un côté cocon. Et pour des gens sensibles, c'est pas anecdotique. Je crois que tu as parlé de moments où tu aimais bien peut-être revenir vers toi. Bah, c'est cet endroit que j'avais choisi à ce moment-là. Donc tout ça a fait que mon corps s'est mis à réagir d'une façon que je ne contrôlais pas, avec des tremblements, avec parfois une boule au ventre qui dure plusieurs jours. Et mon esprit, mon cerveau regardait ça, finalement, sans pouvoir réellement faire quelque chose, si ce n'est quelque part subir cet événement. Et ma tête trouvant ça plutôt disproportionné. Donc en plus, il y avait un jugement de très cher corps, je veux bien t'accueillir, une main sur le plexus, une main sur le ventre, je veux bien essayer de te réconforter, mais c'est un peu disproportionné ce que tu me fais. N'empêche que, il me le faisait, voilà. Par rapport à la vulnérabilité, ce que je me suis rendu compte aussi dans les dernières semaines, et puis je vais revenir vers toi évidemment derrière, c'est que le contact vers les autres pouvait me redonner du bien, me redonner de la dopamine, parce qu'il y a une récompense à être en interaction avec les autres, à être reconnu, à découvrir des parcours et leur propre vulnérabilité. Mais là où il y a une déception, et ça m'a fait ça hier soir, où j'étais de sortie et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des gens que je ne connaissais pas, le matin au réveil, cette dopamine, elle n'est plus là. Et je ressens une grande souffrance dans ce moment-là, parce que mon corps, au-delà de mon esprit, il a plus envie de bouger, en fait. Il se met en mode recroquevillé et je retrouve l'enfant. Je retrouve l'enfant qui est perdu. Parce qu'évidemment, je vais pas le cacher, au départ, il y a des traumas, enfants. Des traumas sur de l'isolement, des traumas sur des sentiments de solitude. Et dans ces moments de vulnérabilité que je vis en ce moment, eh ben, toutes ces émotions du passé, que le reste du temps, j'arrive à mettre de côté, un peu comme la mort, on n'y pense pas à chaque seconde, on arrive presque à l'occulter, et ben dans ces moments-là, ça vient mouliner dans le cerveau la solitude. Cette sensibilité revient. Et c'est hyper inconfortable. Est-ce que ce que je suis en train d'évoquer, ce sont des choses qui t'arrivent encore ou qui se sont arrivées aussi dans ton parcours de vie? Alors, dans mon parcours de vie, oui. Des moments, surtout, effectivement, alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est la même chose que toi, bien sûr, mais surtout lorsque c'était des résurgences de trauma. C'est-à-dire où là, mon corps, en fait, était vraiment en train de me donner l'information qui était essentielle à recevoir et donc le message essentiel à écouter. Et donc, en fonction de ça, en effet, c'est là où les outils interviennent. Mais l'invitation, en tout cas pour moi, a été d'écouter ça. Et je me suis retrouvée avec finalement comme un défilé de vie, un petit peu, complètement comme tu le disais, c'est-à-dire on n'y pense pas chaque seconde, comme par exemple à la mort, voilà, on n'y est pas tout le temps. Par contre, à un moment donné, c'est comme si, tout un moment de vie, un pan de vie, et notamment effectivement un pan traumatique, arrivait à moi, me submergeait, et finalement c'était l'appel du trauma à être transformé, et pour pouvoir justement rouvrir un petit peu, ou en tout cas laisser se déverser. J'aime bien dire, c'est comme poser mon cœur sur la table et déverser tout ce qui a pu être vécu comme étant tragique, dramatique, en tout cas, qui aurait aimé que ça soit différent. Et là, en fait, c'est le moment où on laisse tout ça se vivre et en fait laisser faire l'intelligence du cœur, laisser faire l'intelligence du corps et de l'esprit
de façon complètement intrinsèquement naturelle, comme ça pourrait être, comme on disait tout à l'heure, comme une blessure. Sauf que là, c'est toi-même qui va t'aider toi-même, sauf si évidemment il y a besoin temporairement entre guillemets d'une sorte de tuteur, enfin en tout cas d'un accompagnement, où là vraiment il y aurait une solidité qui te permettrait toi d'accueillir en effet une vulnérabilité, une fragilité temporaire par rapport à ça, par rapport à un message essentiel à reconnaître. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que, enfin, je le vis quand ça se produit. Maintenant, je le sens venir. Donc, du coup, ça me permet d'avoir anticipé un petit peu des rendez-vous éventuels d'accompagnement ou de mois à mois, d'aller vraiment, de me donner l'espace pour pouvoir le vivre. Par contre, il y a plein de fois où c'était un tsunami et où vraiment c'était résurgence de trauma, voire même capsule émotionnelle lorsque je l'avais absolument pas décidé, et ça se mettait à jaillir un peu vraiment comme une fontaine, avec en fait comme un espèce de flashback de l'enfance, et en fait je ne peux rien faire. Enfin, c'est-à-dire cette partie-là, elle est là en train de me montrer ce qui est essentiel de devoir être traversé. Effectivement, ça me donne l'impression d'avoir des traumas qui avaient été mis de côté, un peu du côté je vais vivre avec, je vais faire avec. Comme tu as parlé à un moment donné d'homéostasie, en temps normal, et je vais être encore plus honnête, dans les moments où j'arrive à occuper mon esprit, mais je sais que quelque part je l'occupe, je ne règle pas le problème, je l'occupe, je passe le temps. Et je passe le temps en étant honnête aussi toujours, en attendant de croiser d'autres gens qui vont pouvoir partager la même vulnérabilité avec moi. Et j'avoue être impatient de ça. C'est pour ça aussi que ce que vous avez partagé tout à l'heure et la façon dont tu as pu parler de toi, je fais ouais, ça existe, ouf. Parce que il m'est arrivé de partager, et encore très récemment, cet aspect vulnérable, et d'avoir des retours en face de personnes qui ne comprennent tout simplement pas parce que ce n'est pas dans leur univers. Donc, ce n'est pas dans le spectre qu'ils connaissent de sensibilité, d'émotion, d'intensité, de douleur. Donc, ça n'existe pas pour eux, et tant mieux, je leur souhaite pas de ressentir du malaise. Mais ce que tu vas exprimer, c'est toi l'extraterrestre pour le coup, par rapport à leur carte du monde. Je sais pas, toi, si justement dans la sphère des gens que tu as rencontrés ou dans tes relations, tu as réussi à te faire un monde justement de personnes qui peuvent accueillir ça, ou ça reste des exceptions? Alors, heureusement, et ça me touche ce que tu évoques, du coup, Gaëtan, parce que en effet, c'est un petit peu comme à un moment donné, dans une vie, on va croiser des personnes, en effet, qui vont être en capacité d'accueillir ça, mais je dirais, et en tout cas pour ma part, c'est rare, et j'ai eu la chance, et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui, que ça soit des rencontres amicales, que ça soit des thérapeutes, mais vraiment où j'ai eu le sentiment d'être comprise, et ça fait vraiment toute la différence. Et en effet, il y a ce côté où quelque part, quand on rencontre pas un petit peu cette famille de vulnérabilité, eh bien, en tout cas pour moi, ça a été source un peu de solitude à certains moments où je me disais, mais en fait, que vivent les gens? Je me posais la question, que vivent les gens? Et aussi, à la fois, pour être moi aussi totalement honnête, j'ai pu aussi percevoir parfois, et c'est pas du tout un jugement, mais des personnes qui se cachaient de leur propre vulnérabilité. Mais pour moi, ça faisait, en fait, je le voyais que c'était une illusion, qu'il y avait des comportements compensatoires, voilà. Et pour le coup, je me disais, mince, moi j'aurais aimé pourtant rentrer, en tout cas dans ce monde-là avec l'autre, parce que c'est mon langage, et j'ai envie de vivre ça aussi, et j'aimerais que l'autre vive ça et qu'on le vive ensemble quelque part, mais pour aussi se retrouver à un endroit où là, voilà, dans cette humanité partagée, eh bien, oui, on se rejoint peut-être effectivement d'extraterrestre à extraterrestre,
et on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se vit et qui est intense et qui est en fait une vérité, enfin qui est quelque chose d'universel. Et là, on passe au-delà de tout ce qui va être superficialité, au-delà de tout ce qui va être effectivement faux self. Et c'est ok en même temps, on l'a vu tout à l'heure, c'est ok ce faux self, etc. Il sert de protection. Donc en tout cas, j'ai eu cette chance-là, mais ça fait vraiment rencontré où là j'ai pu complètement déverser, on va dire, cette vulnérabilité. C'est quand même relativement assez récent. Après, j'ai eu la chance d'être accompagnée quand j'étais très jeune aussi par des gens formidables, voilà, notamment un amoureux formidable également. Donc j'ai eu cette chance-là, mais de ce que j'ai pu toucher de moi-même vraiment en profondeur avec la notion, en tout cas des traumatismes à libérer, ça a été beaucoup plus intense ces dernières années que lorsque j'étais plus jeune, puisque plus jeune, j'avais pas cette conscience d'être polytraumatisée en fait. Et je pense que même le cerveau doit peut-être éviter de se dire ça pour éviter de vriller à un moment donné. Enfin, j'ai cette croyance que tant qu'on n'est pas prêt, il y a des choses qui ne sont même pas concevables par rapport au fait qu'on n'a pas été bien traité quelque part ou bien aimé. Ce qui me vient, à un moment donné, tu parles d'un grand secret à l'intérieur de toi. Ce qui me vient, c'est que plus, et ça fait quelques années que je me suis dit ça, plus j'ai envie d'être sincère, plus ces différents masques, en fait, j'évite de les utiliser, même si je les connais et je les ai pratiqués pendant des années. Mais que du coup, ça m'amène effectivement à cette vulnérabilité et ça m'amène à cette intensité, mais ça m'amène aussi à cet inconfort de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et comme je disais, même des choses que jusque-là, j'avais réussi à contrôler, mettre en soupape, souvent transformé en colère pour ne pas toucher la tristesse. Okay. Et que là, du coup, si je joue pas avec la colère, il reste la tristesse. Et il reste ce besoin, du coup, parce que j'ai l'impression que ça me renvoie vers l'enfant qui est en moi, qui a cette blessure, qui a ces traumas, qui a ces manques, qui a ces besoins qui n'ont pas été comblés ou qui ont été faussés. C'est-à-dire l'amour conditionnel fait que tout d'un coup, en tant qu'enfant, j'ai dû être très spontané, naïf et justement sincère et vulnérable et me retrouver face à quelque chose de l'ordre de la violence psychologique, de l'humiliation. Et je pense qu'il faut des années pour pouvoir admettre que ça puisse arriver. Mais l'inconfort en tant qu'adulte que je vis de ressentir ça, waouh, c'est quand même assez costaud. Et l'enfant, en ce moment-là, il aura envie ma part de moi, aura envie de se réfugier vers quelqu'un, en fait, pour m'abandonner quelque temps. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai une sorte d'épuisement intérieur à me dire, OK, en mode solo, puisque je suis célibataire, faut que je tienne. Ce qui fait que je n'arrive pas à pleurer, en fait, parce que j'ai peur de m'écrouler. Est-ce que ça te parle? Et puis j'espère que peut-être que ça peut parler à d'autres aussi qui pourraient peut-être vivre ça, mais leur dire c'est peut-être un processus qui est normal, d'évolution. Oui, ça me parle au sens où, en fait, quand il y a une lutte justement pour maintenir cette homéostasie et que toutes ces stratégies ont été savamment montées de toutes parts pour barricader un petit peu, pour pas que ça s'écroule, pour pas que ça fuit de tous les côtés, et bien forcément, ça va être inconfortable puisque c'est comme si il n'y avait pas encore, en tout cas, pas encore assez, enfin, une partie de nous-mêmes ressentait que c'est comme s'il n'y avait pas encore assez de sécurité pour pouvoir complètement se laisser aller à, en effet, retirer complètement ces masques et aller vraiment profondément dans cette vulnérabilité. Surtout quand il y a un boycott, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de plutôt aller vers la colère plutôt que de tendre vers la tristesse. Eh bien, là, il y a un épuisement parce que ça lutte à aller à la fois il y a une partie de toi qui voudrait y aller et il y en a une autre qui pense que c'est peut-être pas forcément encore
très sécure. Et donc c'est absolument, en tout cas, un process normal. Et il y a, en tout cas moi aussi dans l'expérience que je rencontre et des personnes que je peux et à la fois former et à la fois dans mon expérience d'accompagnement individuel, c'est commun au sens d'une protection intérieure qui est très juste. Après, en effet, ce sont des réglages à faire quand c'est le moment, quand on est prêt, et c'est déjà très très courageux de ta part, de toi là, t'ouvrir à toi-même, à déjà être dans ce ressenti, cette analyse, et puis même tout simplement à le confier ici en fait. C'est vraiment pas quelque chose que on voit de façon en tout cas commune, pardon. C'est donc bravo à toi pour ce courage-là. Il y a un moment donné, tu as parlé petit à petit, patte de chat. Ça m'a amusé parce que c'est une expression que j'ai utilisée il y a pas longtemps lors d'une interview et je sais pas d'où je la sortais et voilà, du coup, ça m'a fait un clin d'œil. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a préparé, avant que Mathieu arrive pour préparer l'interview, comme j'étais dans un bad mood, on va dire, comme j'étais dans ce manque de dopamine, ce manque d'envie, ce manque de reliance, parce que vraiment, quand la reliance s'installe, je suis un autre dans ce moment-là. Et je me suis dit, ok, je vais faire les choses petit à petit. C'est-à-dire, ok, je prépare le matériel pour faire la captation vidéo. Et ok, 3 minutes, je m'autorise à m'allonger pendant 3 minutes en mode cocon. Et je refais un truc, je mets en place les lumières pour l'interview et je remets réaccorde 3 minutes. Mais qu'est-ce que c'est laborieux dans ces moments-là et presque flippant puisqu'il y a un lâcher. Ça va au-delà du contrôle. Ce n'est plus l'esprit. C'est le mode. C'est le mode, ouais, repli. Dans ce moment-là, et tu as parlé de baume, je crois, c'est vrai que la reliance à la vie, à la chaleur, à la relativité de ce que peut vivre les amis dans ce moment-là, à l'extérieur de moi, ça peut être un baume. Le fait d'être accueilli dans leur univers, de se rendre compte que ces pensées qui vont malheureusement être centrées sur moi, au moment où je suis dans la reliance des autres, ok, il y a bien une vie à l'extérieur, mais j'ai besoin de ce contact à ce moment-là qui est le médicament qui va me faire penser à autre chose en fait, distraire mon esprit. Mais je me demande dans quelle mesure ça crée pas aussi une dépendance aux autres. Qu'est-ce que tu en penserais parce que ça ne résout rien en soi. Ça me divertit de ma problématique que je vais retrouver une fois que la soirée se termine. Est-ce que tu aurais des outils à conseiller? Est-ce que tu aurais des pistes? Comme je disais tout à l'heure, pour que le réveil soit moins amer. Alors, déjà, il y a quelque chose que tu mets en place vraiment. Ça me semble être très pertinent la façon dont tu t'auto-analyses. C'est-à-dire que j'ai entendu cette idée de repli. Et je ne sais pas si tu es familier avec la théorie polyvagale. Je ne sais pas si ça te... Ok. Alors, ça, c'est quelque chose qu'en tout cas, pour ma part, je parle vraiment de choses que j'ai expérimentées. C'est parce que pour moi, ça me permet de pouvoir en plus être plus habile dans ma façon dont je vais pouvoir le transmettre, puisque en tout cas, c'est une vérité que j'ai vécue. Et donc, je sais que ça peut donner ça. Après, bien sûr, chacun est libre de se sentir appelé ou pas. Et bien sûr, des fois, il y a des choses qui marchent sur quelqu'un, des fois, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est vraiment d'aller comprendre un petit peu cette physiologie du corps, en fait, du repli qui, en fait, dans la théorie polyvagale, on va appeler ça le mode dorsal. Et le mode dont tu parles, ce mode repli. Puisqu'on a celui dont tu parles, c'est celui quand tu rejoins les autres, qui va être plutôt le mode donc ventral, en tout cas vagal ventral, qui va être relié à la sécurité. En fait, il y a la sécurité, il y a le lien, et c'est le mode amour, en fait. Et là, il y a quelque chose qui fait que, à un moment donné, lorsque tu ne vis pas en fait quelque chose qui est essentiel pour toi, eh bien, ça va te faire redescendre, en fait, parce qu'il y a vraiment ces trois modes-là. Et on parle du mode sympathique, c'est celui qui nous met en mouvement. Et en fait, si on ne se retrouve pas dans ce lien, si on se déconnecte, eh bien, on va se retrouver en mode repli. Un petit peu, c'est tout ce qui va être vraiment ces bad moods, en fait, qu'on peut ressentir. Et ça, c'est vraiment le mode dorsal. Et ce qui peut être très intéressant, en tout cas comme outil, et moi que je trouve fabuleux, c'est que non seulement il y a cette explication physiologique, et en plus il y a des solutions à travers ça. Et cet accompagnement-là, en fait,
ça nous permet d'accompagner en fait des états et non plus des choses qui peuvent être floues. C'est-à-dire qu'on est en capacité de reconnaître quand on est dans un état, voilà, un état par exemple de dorsale, en l'occurrence, et de repli. Et il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place à cet endroit-là. Et ça, c'est effectivement, alors on pourrait en parler plus, mais je sais pas trop si c'est le moment, mais en tout cas, ça pourrait être déjà une belle piste pour apprendre de nouveau en tout cas, comment ça fonctionne intérieurement et qu'est-ce qui fait que ça donne ça, et en fait de comprendre que c'est complètement naturel d'être dans cet état-là lorsque finalement notre état qui est dit naturel est plutôt l'état de ventral. Donc c'est qu'est-ce qui cause cette déconnexion en fait? Qu'est-ce qui crée cette déconnexion? Et en même temps, est-ce qu'en effet, il n'y aurait pas des choses à libérer de façon à pouvoir retrouver du lien avec soi-même, mais un lien qui va permettre de rejoindre l'autre sans être, par exemple, si c'était une dépendance, sans être dans la dépendance. Voilà. Mais en fait, l'autre peut être complètement effectivement un baume, mais par contre, il va pas remplir quelque chose que j'ai moi-même besoin de remplir par moi-même. Et donc, par là, eh bien, il y a quelque chose qui va se nourrir de soi à soi en apprenant justement à revenir dans le mouvement, donc dans ce sympathique qui va nous ramener à notre propre lien de sécurité intérieure, mais déjà par nous-mêmes. Et ensuite, on pourra du coup aller vers les autres, mais ce sera pas du tout la même chose. Ce sera pas pour aller éventuellement se nourrir de quelque chose qui demande à y aller encore, y retourner encore, et surtout générer une descente qui peut être compliquée. Voilà. Est-ce que ça m'évoque? Je me disais qu'effectivement, on n'a qu'un seul circuit de la récompense. Donc, cette dopamine qui va être générée, que ce soit par un téléphone, que ce soit par une drogue, que ça soit aussi par le ressenti de lien, le ressenti d'amour de l'autre. Voilà, ça me fait effectivement penser à ces témoignages parfois de ceux qui prennent des drogues et qui disent après qu'il y a une descente. Donc, et c'est un ressenti qui peut même être de physique, et que tu parles de bad mood, et tu parles de... Oui, c'est ça, le lendemain n'ayant pas eu la dose. Voilà, on retrouve un état de manque, et la peur, quelque part, effectivement, c'est la dépendance. Ou bien de créer une légende et d'être vu par les autres en tant que, bah oui, mais c'est celui qui va pas bien. Donc, il y a aussi cet auto-jugement, même s'il y a une part qui fait, écoute, t'as quand même bien le droit de te faire aider à un moment aussi, c'est juste, on peut pas être au top, enfin bref, là encore des conseils qu'on pourrait donner à d'autres. Mais quand on le vit de l'intérieur, il y a, oui, je veux pas être non plus vu comme la personne qui est toujours à demander un câlin par-ci, par-là. Or, le corps, lui, en fait, il en manque. Oui. Et oui, et c'est tout à fait légitime, en fait, que ce corps soit en manque, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de soif, en fait. Donc c'est comme aller chercher à boire là où finalement ça fait sens, là où la source elle est la meilleure, en tout cas pour nous telle qu'est notre subjectivité. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un panel de possibilités dans ce que tu dis quand tu parles du circuit de la récompense, effectivement. Et là en l'occurrence lorsque c'est les autres, eh bien ça va faire office de la même façon que d'autres, alors on pourrait dire voilà substances, etc. Mais c'est avec beaucoup de tendresse que je le dis, et c'est pour ça que la première invitation en tout cas, c'est cette recréation du lien avec soi-même. Et à mon sens, ça commence en effet par le corps, et donc depuis cette communication de la partie de nous-mêmes qui est peut-être voilà terriblement en manque de quelque chose et qui aurait besoin que peut-être en tout cas en tant qu'enfant intérieur reçoive éventuellement ce qu'il n'a pas reçu quand il était à cette époque-là, dans cette période-là, et qui va faire que hop, il y aura une régulation naturelle après, qui va faire que puisque cette jauge-là qui a été absolument en manque de besoins essentiels nourris, eh bien sera comblée par soi-même petit à petit à l'aide de différents outils. Eh bien la façon d'aller aux autres, elle sera différente, et du coup les autres aussi nous percevront de façon différente. Merci de ce partage. Merci à toi. J'ai été touché parce que ça a parlé de quelque chose que j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie. Si je te cite bien, c'est quand l'autre ne peut accueillir la vulnérabilité,
ça peut me laisser dans une tristesse profonde. Moi, j'avais l'expression, ça me coupe les jambes. Voilà, c'est une autre façon, je pense, de parler de la même chose. C'est une déception, c'est une perte d'énergie, oui, c'est une tristesse, avec une part de moi qui dit mais alors quand, où est-ce qu'est ma tribu? À un moment donné, je me suis prouvé en tant que jeune adulte que je pouvais me débrouiller seul. Il y a bien fallu, mais à un moment donné, j'en ai marre de me débrouiller seul. J'ai envie de plus de joie, j'ai envie de partage de trucs et astuces, j'ai envie de qu'on se comprenne de façon plus proche, plus, comme tu disais, hein, le small talk et autres, bon, bah, c'est un rite social, mais ça a sa limite. En tout cas, avec moi, mes centres d'intérêt. Hein, je dis pas que tout le monde doit, voilà, s'intéresser à la profondeur des choses, mais je suis foutu comme ça. Et je l'accepte. Je suis foutu comme ça avec cette sensibilité. Et d'ailleurs, il y a une phrase que tu as utilisée en disant j'ai l'impression qu'on m'avait échangé à la maternité. Je me le suis dit plusieurs fois dans ma vie, vraiment. Et je pense même adolescent, c'est pas possible, je ne me reconnais pas dans cet endroit, dans ces valeurs, dans cette façon dont je suis traité. On a dû m'échanger à la maternité et je pensais à chaque fois au bracelet qui, je sais pas, c'est pas, en fait, mon cerveau ne pouvait pas concevoir que ça se passait comme ça pour moi et que c'était tellement douloureux du coup de vivre ça. Donc il fallait trouver une sorte de rationalité. Donc il y avait soit la notion de je suis un extraterrestre ou bien on me fait une expérience je ne sais où dans un vaisseau, ou bien on m'a échangé à la maternité, mais il y a un truc qui ne colle pas en fait. Et je pense que c'est une façon de ne pas tomber dans une sorte de folie, ou bien de ne pas se résigner totalement. Je sais pas. Est-ce que tu dirais ça aussi, toi, que cette invention du cerveau est une façon d'essayer de trouver une rationalité dans un moment tellement incroyable à vivre pour un enfant? Oui, ça me parle parce que il y a cette idée de ne pas reconnaître, comme tu as parlé de tribu, il y a cette idée de non-appartenance, en tout cas, où s'il y a eu appartenance, je parlais pour le coup de ma vision, dans ce que j'ai pu vivre, il y a eu un laps de temps où c'est comme s'il y avait pu avoir une certaine appartenance, mais qu'il y avait eu comme un arrachement ou quelque chose qui fasse que non, en fait, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce que tu vas vivre. Tu vas pas pouvoir continuer à le vivre ça. Et donc il y a eu comme une déconnexion, comme si on arrachait la prise d'un seul coup, voilà, avec un mouvement un peu maladroit. Et c'est de se dire waouh, mais là où je suis tombée, et ça me semble être en effet le cerveau qui essaye de complexer, de trouver des réponses à quelque chose, à une sorte de non-sens en fait, à quelque chose voilà qui a plus de sens enfin en tout cas c'est pas possible d'y trouver du sens autre que en fait plusieurs autres hypothèses. Ça matche pas en fait, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas c'est ce que ça me provoque moi. Et il peut y avoir une sidération autour de ça, de comportements familiaux qui peuvent paraître tellement inadaptés. Et même par rapport à cette sensibilité, je pense que je me suis dissocié avec le faux self dans ma vie parce que tellement c'était douloureux et ça hurlait à l'intérieur, c'était la seule façon de survivre en fait. Il fallait couper les émotions, il fallait couper les questionnements. C'était ça hurlait et j'ai tellement hurlé intérieurement quand j'étais adolescent qu'il a fallu faire la dissociation et pour survivre. J'ai déjà entendu ça sur d'autres personnes qui témoignaient de leur trauma. Je dis pas que ce sont des traumas type, je sais pas, accident d'avion, mais j'ai une sensibilité particulière et je pense que certaines choses qui peuvent passer crème, je dirais, chez d'autres enfants, moi, ont laissé une trace d'injustice, une trace violente, la douleur au ventre, la boule au ventre, qui laisse aujourd'hui des traces, qui fait que j'en parle encore, alors que sinon et que mon corps se remet à vibrer en ce moment-là, comme je disais, alors que je pensais que c'était du passé. Et quelque part, il y a aussi une part de moi qui va être un peu vexée de n'avoir toujours pas pu passer à une étape de sérénité, de fluidité, parce que quand ça arrive, ça c'est tellement agréable en fait de le ressentir.
Besoin d'être nourri, tu as évoqué ça aussi. Alors, justement, ce besoin d'être nourri, et ça fait tellement de bien, c'est tellement joyeux, c'est tellement gourmand. Et parfois, le plaisir de se raconter quand on trouve enfin quelqu'un pour qui ça résonne, ce qu'on est en train de nous dire. Et que ça fait du bien quand ça se présente. Alors, tu as évoqué comment, je ne sais plus, être son propre contenant. Comment, et moi, je me posais la question, comment est-ce qu'on peut être son propre contenant? Est-ce que tu pourrais préciser ça? Bien sûr. Alors pour moi, c'est tout de suite, c'est venu instinctivement quand tu m'as dit ça. C'est vraiment la présence à soi. C'est cette présence à soi dans une écoute vraiment, mais d'une finesse qui se développe au fur et à mesure, où tout dépend de la relation qu'on a avec soi-même, avec ses ressentis, avec ses émotions. Effectivement, si elles sont coupées, c'est peut-être plus difficile d'être dans une présence, puisqu'on va plutôt chercher au contraire à peut-être fuir un petit peu ça, ou en tout cas à couper à chaque fois qu'il y a un signal. Voilà. Et c'est cette bascule inverse où au contraire, ça va être de vraiment être en capacité d'embrasser, en tout cas par l'accueil de ce qui se vit à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de ne plus voir ça comme un ennemi, ou en tout cas quelque chose qui pourrait m'empêcher d'atteindre éventuellement un but, un objectif, ou considérer que c'est quelque chose qui n'est pas bon de ressentir les émotions, parce que ça va faire de moi éventuellement quelqu'un de faible, ou quelqu'un qui va déranger les autres, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut se dire? En fait, on peut tellement se dire de choses, c'est tellement subjectif. Donc, devenir son propre contenant, c'est pour moi cette présence à soi et vraiment cet accueil inconditionnel, finalement, comme on peut être en capacité de l'offrir aux autres, eh bien, c'est se l'offrir à soi-même. Ça me semble être la base. Voilà. Et alors, je ne sais pas si tu souhaiterais avoir davantage comment dire, peut-être de pistes sur comment s'accueillir, comment être dans ce contenant, comment apprendre à être ce contenant-là. Est-ce que c'est quelque chose qui serait ok? Bien sûr. Ok, super. Alors déjà, c'est pour moi, c'est un travail de décodage de quelle est la sensation que je vis à cet endroit-là, où est-ce qu'elle est située, cette sensation dans mon corps, et qu'est-ce qu'elle vient m'offrir, déjà quelle est l'émotion qui est associée, et qu'est-ce qu'elle vient me dire en fait, qu'est-ce qu'elle vient me communiquer. Finalement, c'est comme si plutôt que de faire en effet la guerre parfois avec soi-même, ça va être de plutôt être le messager de paix qui vient dire ok, quel est ton message à toi, et en fait ça va être une sorte de danse avec les parties de soi, mais plutôt dans cet accueil, dans cette réunion. Un peu comme si on retrouvait, on générait des retrouvailles avec soi-même, là où des fois on avait eu tendance peut-être à rejeter, ou en tout cas à s'abandonner, ou peut-être même à complètement se renier, ou on s'était déconnecté. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment une notion en fait de déconnexion avec moi-même, et qui a pu, après, en retrouvant cette prise, qui a pu me permettre de pouvoir complètement être ok avec le fait de laisser les traumas remonter, parce que je retrouvais ma propre sécurité intérieure. Voilà. Est-ce que tu étais accompagnée à ce moment-là par un thérapeute, ou tu as réussi à faire ça avec tes ressources personnelles? Alors, il y a des deux. C'est-à-dire que lorsque le gros trauma, on va dire, est remonté, j'ai été accompagnée à ce moment-là parce que je m'y attendais pas, en fait. Par contre, je sais que j'essayais quand même des outils, mais finalement, ça n'était pas assez. Parce que, en plus, je crois que c'est Einstein qui dit, en gros, qu'on ne peut pas trop régler le problème depuis là où il a été créé. Alors je le dis pas aussi bien que lui, mais en gros c'est ça. Là où finalement la thérapie ou l'accompagnement va venir contourner effectivement les résistances, bien sûr avec écologie de la personne, et venir pouvoir aider la personne à recréer elle-même du lien là où il est possible que le trauma, voire non, c'est même pas il est possible, c'est Boris Cyrulnik qui en parle, là où il y a eu vraiment des lésions, en fait, là où il y a eu dysfonction dans le cerveau, et donc là où il est nécessaire de reconstruire neuronalement parlant des connexions qui vont
qui vont aider la circulation, en tout cas, de la communication entre le cortex et le cerveau limbique pour pouvoir aussi apaiser effectivement éventuellement tous ces événements traumatiques qui n'ont pas été digérés, qui n'ont pas été traités et qui forcément vont affoler le cerveau reptilien. Quand tu parles d'affoler, ça me fait penser à des choses que je peux ressentir, c'est-à-dire la peur de la dépression profonde, en fait la peur de me noyer. De temps en temps, l'image qui peut me venir, c'est d'être agrippé au bord d'une piscine municipale là, et de me dire à un moment donné, si j'ai plus de force, je tombe, je me noie et là c'est je vois même pas le fond quoi. Et je peux avoir peur de ça en lâchant prise justement pour laisser aller ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est là où c'est essentiel. En tout cas, ce qui me semblerait juste, c'est lorsque c'est comme ça, c'est plutôt effectivement d'être accompagné, d'être aidé dans ce fameux ce moment où en fait on a l'impression qu'on va. Enfin, je sais que moi ça m'est arrivé sur la table du thérapeute qui m'accompagnait, d'avoir dans cette traversée du trauma, parce qu'elle m'accompagnait avec une méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses, et où j'ai eu le sentiment carrément de me fissurer à l'intérieur, mais vraiment comme si mon corps, et sur la table j'avais le sentiment que j'étais en train de mourir, et je me souviens que je lui ai agrippé le bras, et je lui ai dit, je traverse la table, je sens que je vais mourir, et elle était là avec une présence inconditionnelle à moi, avec un sourire et des yeux d'une réassurance absolue, et où je savais que non, en fait non, j'allais pas mourir parce qu'elle était présente. Par contre, de moi-même, de vivre ça seule, dans la première, on va dire, la première situation telle que je l'ai vécue, ça n'aurait pas été possible pour moi. C'était une évidence que mon cerveau n'aurait pas été en capacité de pouvoir le vivre seul. Donc, ça me semble complètement juste, en tout cas, d'être dans l'accompagnement, surtout quand il y a des choses qui sont vraiment rudes, qui remontent, et notamment celle de l'enfance. Ok. Le besoin, en tout cas, c'est l'intuition que j'ai, le besoin d'avoir quelqu'un qui peut être inspirant, le besoin, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui a le regard, qui te dit, quels que soient tes ressentis, quelle que soit la force du malaise que tu as maintenant, tu vas pouvoir le vivre. Je suis à côté et je suis garant quelque part de ta sécurité et du fait que tu vas pas rester là-dedans accroché. Il y aura une fin à la séance, donc il y aura aussi et puis surtout, je suis outillé pour t'accompagner. Et puis rien que le fait, en fait, d'avoir une main bienveillante, je pense, ça permet d'aller plus loin dans le lâcher prise. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que tu dirais que le côté fluide, confortable, le côté, comment on pourrait dire ça, serein qu'on pourrait avoir dans la vie, c'est un fantasme ou c'est quelque chose que l'on peut atteindre avec nos degrés de vulnérabilité? Ou est-ce que ça reste un fantasme et il va falloir accepter que peut-être qu'avec nos niveaux de vulnérabilité, il va falloir serrer peut-être les dents un peu plus que d'autres? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, un jour justement, cette thérapeute m'avait dit, j'ai le sentiment qu'on reste avec nos traumas. Par contre, la différence, c'est que ça finit par s'apaiser. En tout cas, tout dépend de effectivement si on va les traiter. Ça dépend du soin qu'on leur apporte. Donc, pour moi, ça m'a fait vraiment réfléchir en me disant, oui, bon, il y a cette entaille-là. Et donc, je sais que je vais vivre avec. Et en même temps, il y a possibilité, comme en tout cas j'ai pu moi le constater, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Parce qu'avant, j'aurais jamais été capable de, ne serait-ce que de parler là tel qu'on est en ce moment, mais plutôt continuer à me cacher dans moi, effectivement, mon état de dorsale, où j'y serais restée dans cet état de sidération, certainement, si je n'avais pas redonné, on va dire, si j'avais pas redonné du soin à ça. Donc, pour moi, il y a possibilité de s'apaiser. Par contre, c'est vrai, je pense qu'il reste quand même une petite teinte de ça, tout de même. Et en même temps, c'est ce qui fait la couleur de la personne. Donc, je pense que à choisir, je
je pense que c'est ok pour moi, par exemple, de ne pas tout retirer. Parce que c'est ce qui fait, c'est comme, tu sais, les différentes formes de perles. Moi, je parle de ça parce que ça me fait beaucoup penser à Tahiti, là où j'ai habité. Il y a tout un panel de perles. Et en fait, en fonction, effectivement, de ce qui va être mis à l'intérieur, c'est vraiment la perle qui va, elle, créer sa propre nacre. Et en même temps, c'est sa nacre à elle. Et elle en aura fait quelque chose de beau, en fait. Donc, alors qu'au départ, ça peut être soit un grain de sable, soit quelque chose d'artificiel, mais si c'est un grain de sable, c'est un corps étranger. Donc du coup, et pourtant elle en fait une nacre derrière. C'est joli, c'est poétique. Je me dis aussi que ça peut peut-être être justement par l'empathie. C'est un peu à la mode ce côté super pouvoir, mais je pense que ça nous amène à développer cette empathie qui peut nous être particulière et cet intérêt qu'on a aux autres. J'ai aimé la phrase que tu as donnée quand Mathieu te disait au niveau inconfortable, tu as répondu faire un voyage avec quelqu'un avec qui je n'aurais rien à dire ou on n'aurait rien à partager. Et je comprends tellement cette angoisse. J'ai besoin de me sentir bien avec quelqu'un sous plusieurs angles, et le fait de pouvoir partager, nourrir, évoquer, remarquer, échanger. J'ai presque envie de dire parfois malheureusement, parce que ça écrème quand même les profils de gens avec qui je me sentir bien nécessairement. Hein. Mais quand c'est nécessaire, c'est ça. C'est parce que parfois on entend trop difficile. Voilà, presque une phrase de neurotypique peut-être, je ne sais pas. Mais non, c'est pas trop difficile. C'est besoin d'intensité, besoin d'avoir ce plaisir, jouer sur les mots, jouer sur ce qu'on voit, et quel goût ça prend quand l'autre est dans la même énergie. Il y a un niveau de connexion qui est à part entière. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement tendance à filtrer les personnes avec qui c'est facile ou avec qui ça nourrit. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Donc j'ai très bien compris le partir en voyage avec quelqu'un avec qui j'aurais rien à dire. Ouais, les minutes sont des heures. Tu as évoqué à un moment donné, quand Mathieu, je crois, t'a posé la question de pleurer, ou en tout cas ce que j'ai noté, tu as dit, ou je me suis posé la question, pourquoi la connexion à la nature pourrait te faire pleurer. Tu as évoqué ça, je me posais la question de qu'est-ce que ça représentait pour toi, cette phrase de pourquoi est-ce que la connexion à la nature te ferait pleurer ou te fait pleurer. Alors c'est justement pour ça que dans la notion de la première partie, de la première étape que Mathieu pose, sous forme de est-ce que tu as senti une forme de décalage, eh bien pour moi c'est cet échange notamment à la maternité, parce que je pense que si on m'avait dit que j'étais née dans une rose, eh bien je crois que je l'aurais cru, j'aurais continué encore aujourd'hui de le croire, parce que je pense que c'est ce qui m'aurait beaucoup plu. En tout cas, c'est cette connexion à la nature, elle est pour moi vitale. Elle est vitale et j'ai un besoin profond de m'y blottir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de m'y blottir, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que c'est mon appartenance première, et en même temps, la physique nous le prouve. Et il y a quelque chose qui me touche profondément dans la nature, et qui, moi, me fait me sentir appartenir, bien plus que parfois un contexte familial. Alors, il y a des personnes évidemment que je n'inclus pas dans ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des personnes que j'aime profondément dans mon lien familial. Par contre, il y a d'autres, il y a une autre modélisation de la famille pour laquelle à laquelle je ne me sens pas reliée. Et la nature, elle, par contre, pour moi, la nature tient ses promesses dans sa façon d'être juste elle-même, et pour moi toutes les réponses sont dans la nature. Donc c'est
c'est d'une puissance incroyable que de simplement s'y relier. Voilà. C'est une évidence que tu as depuis longtemps? J'ai eu l'impression de vivre avec ça depuis toujours, d'être venue avec ça. Ouais, ouais, ouais. D'observer, de regarder la nature comme étant, comme si je faisais vraiment qu'une avec elle. Et cet arrachement aussi, il est comme venu de ça, c'est-à-dire cette déconnexion, elle est venue de comme si c'est un peu le ventre maternel pour moi, la nature. C'est vraiment, pour moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'être venu de cette matrice-là. Voilà. Depuis toujours. Ça a tendance à me laisser sans voix. Non, non, c'est très... oui, je veux pas commenter. Tu l'as dit de façon très très juste. Tu as parlé de s'anesthésier, vous avez parlé de s'anesthésier à un moment donné. Et c'est vrai que ça me fait penser, moi, au film Matrix, où à un moment donné, il y a un des personnages qui ne supporte pas, en fait, de voir les choses de façon réelle, crue, presque trop réaliste, et qui a juste qu'une envie, c'est qu'on le rebranche de nouveau dans la matrice, et que de nouveau, la matrice lui raconte le conte de fées qu'il voyait avant. Donc ça m'a fait penser justement à cette princesse, à cette tour, à ce chevalier, à ces... Il y a des moments donnés, oui, on peut. Et puis après tout, on a grandi avec ces images-là, ces symboliques-là. Je suis persuadé qu'à un moment donné, le cortex se forme avec aussi les contes et légendes qu'on nous raconte. Et c'est que c'est les outils qu'il a pour digérer. Et donc ce côté, oui, quand c'est compliqué dans le ressenti, cette envie de s'anesthésier, ça m'a parlé aussi parce qu'on n'aime pas l'inconfort. Enfin, même, je pense que dans nos sociétés, de moins en moins. Et puis, en parler, ça peut paraître comme impudique. On peut avoir la culpabilité à parler aux autres de nos états, de ce qu'on ressent, de peur de déranger, comme j'ai tout à l'heure, de peur de devenir, que ça devienne notre légende. Et on n'est pas que ça, on est tellement plus vaste. On a nos ailes qui n'ont qu'une envie, c'est de se déployer. Je parlais de se nourrir tout à l'heure. Que oui, il peut y avoir c'est presque impudique. Et de temps en temps, j'ai un fantasme de village. J'ai un fantasme j'ai marqué à un moment donné là. Est-ce que toi, t'as trouvé un endroit où je peux venir installer ma hutte pour rencontrer des gens justement avec qui on peut parler de ça, se soutenir, parler d'autres choses, mais faire tomber la culpabilité. Parce qu'on est tous passés par là, et donc du coup, on peut tous se comprendre quelque part, ou en tout cas je parlais d'empathie. Mieux, enfin, tu te sens reconnu, en fait, dans ces moments-là, et avec quelqu'un qui te dirait, c'est aussi un de mes fantasmes, ça va bien se passer, je suis passé par là, regarde, je suis la preuve qu'il y a une suite, en fait. Et que ça va pas recommencer tous les 15 jours, qu'il y a une sortie à tout ça une fois que ça a été redigéré. Parce que tu n'as pas pu digérer avant. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du fantasme aussi chez moi, pour le partager. Et une impatience. Malheureusement, ça fait partie de... À Noël, c'était déjà ça quand j'étais petiot, et j'ai toujours cette impatience de... j'aurais envie que ça chemine vite, et le corps n'a pas la vitesse de ce qui se passe là-dedans. Je sais pas si tu as vécu ce genre de phénomène, mais c'est assez frustrant quelque part. Oui, c'est ça, c'est quand, en plus, quand tu sais de quoi il s'agit et que tu es justement dans ce process, voilà, de libérer, en tout cas, les émotions qui voilà, où tu sais d'où ça vient, etc. Waouh, il y a quelque chose qui aimerait aller au-delà, un peu plus vite, alors que finalement, c'est en prenant le temps que les choses vont aller beaucoup plus vite. C'est ce paradoxe-là. En tout cas, d'où le fait que, bien sûr, que c'est tout à fait possible même s'il y a cette petite nacre, voilà, perlée à sa façon, bien sûr qu'il y aura de la fluidité, bien sûr que c'est possible de trouver le bonheur, bien sûr que c'est possible d'être heureux. C'est simplement qu'il y a un process, effectivement, qui est inhérent à l'être que l'on est et qui va aussi teinter ensuite, pour moi, c'est ma croyance, la contribution, et qui va aussi faire que, en effet, ça va parler aux autres, et ça va aussi leur permettre de pouvoir se reconnaître
et ensuite de pouvoir traverser des choses, peut-être même parfois plus vite parce qu'ils auront quelqu'un en effet après qui effectivement alors c'est pas du tout une notion de comparer, mais en tout cas sur qui s'appuyer pour se dire ah oui tiens, en effet ça existe, c'est possible, voilà, donc ça peut donner énormément d'espoir pour la suite. Ça me parle beaucoup. Je l'avais déjà partagé plus sur mon métier de prof, où je suis dans ma logique de si après tout ça a été laborieux pour moi d'apprendre telle ou telle connaissance, si pour les élèves qui sont en face j'arrive à le simplifier, à le rendre plus ludique, ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller plus loin que moi peut-être dans leur parcours, peut-être. En tout cas, c'est la proposition. Et ça a du sens du coup d'être dans cette démarche-là. Et pour moi, le côté thérapeute, c'est et ce que tu me dis, c'est exactement comme ça que je le vois. Donc ça me touche du coup de me dire ok, je suis passé par là, mais pour pas que ça ne serve à rien quelque part, pour faire un pied de nez au destin, si je peux accompagner d'autres pour que ça aille plus vite, comme tu l'as dit, pour que ce soit peut-être un peu plus facile si c'est possible, et en tout cas pour au moins qu'on soit inspirant, figure d'espoir, en disant regarde, voilà où j'en suis, j'ose te le dire, j'ose expliquer où j'en suis, mais il y a bien une fin à la tempête, il y a bien une fin à la tornade, et si tu as besoin à un moment donné d'une épaule, ok, on peut s'organiser pour que cette épaule soit présente. Et tout ça donne du sens on va dire, à ces souffrances, si on veut donner un mot générique. Donc je te rejoins totalement dans cette vision humaniste, sans doute quelque part. Enfin, j'espère que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, qui veut du bien aux autres, fondamentalement. Et qui, sans doute, tu parlais de Cyrulnik, il utiliserait peut-être le terme de résilience là-dedans. Et je trouve ça beau. Donc, merci pour ce partage. Merci pour ces valeurs qui me touchent parce que je les partage. Et puis, merci pour tout ce que tu as pu déposer aujourd'hui qui m'a laissé l'opportunité d'arriver moi aussi avec mes sacs sur les épaules et d'avoir osé de mon côté déposer ce qui se passe pour moi en ce moment. Et je suis persuadé que dans 6 mois, ça sera différent. Mais en ce moment, c'est ça qui se passe. Bien sûr. Donc merci beaucoup Alizée. Merci à toi Gaëtan. Merci beaucoup pour ta sincérité. C'était très touchant pour moi. J'ai adoré. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Alizée pour ta confiance, pour cet échange sincère, vulnérable, fluide, riche, spontané et humain. Merci beaucoup, vraiment. Eh bien, merci à toi Mathieu, merci pour tes questions que je trouve à chaque fois pertinentes et merci beaucoup pour l'exploration que ça m'a permis aussi de vivre. Tu disais tout à l'heure que tu faisais aussi ça dans un cadre égoïste, mais en fait, je trouve ça tellement beau la façon dont nos deux égoïsmes se croisent, parce qu'en fait, c'est justement au service de nous-mêmes, mais aussi, je suis vraiment ravie d'avoir eu cet échange avec Gaëtan et aussi pour toutes les personnes qui nous écouteront et qui auront envie encore plus d'accueillir leur vulnérabilité pour être encore plus eux-mêmes. Merci beaucoup. Trop chouette. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner, bien entendu. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!